Bienvenue à TV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Mohamedou Lamine Sagna. Mohamedou Lamine Sagna est docteur en sociologie, il est diplômé d'école de commerce et d'ethnocycatrie. Il est enseignant-chercheur à VIP, Westchester Polytechnic Institute aux États-Unis et chercheur associé au LCSP, Laboratoire du changement social politique, Paris 7. Il a enseigné entre autres à Princeton University aux États-Unis, puis à AUN, American University of Nigeria. Il effectue des recherches sur les liens financiers dans l'environnement global. Il a publié Monnaie et Société à l'Admonton en 2011 et Cornel West, Une pensée rebelle, édition 40 2016. Lamine Sagna, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes depuis quelques jours au Sénégal. On est en pleine campagne électorale. Les coalitions vont à la pêche de voix. Mais est-ce que le discours politique annoncé de part et d'autre vous a convaincu? Oui, merci Alassane de me recevoir encore une fois. Merci pour cette opportunité de pouvoir parler aux Sénégalais, à mes compatriotes et de dire quelques idées que je porte et que je pense que nous aurons l'occasion de les développer. Il est vrai que je suis ici presque un mois maintenant. J'ai eu la chance de parcourir le pays, notamment la Casamance que j'ai sillonné du Cap Skirring à Vélingara. J'ai aussi eu beaucoup d'entretiens ici à Dakar et dans les banlieues de Dakar avec les populations. Il est vrai que la situation politique est telle qu'aujourd'hui tout le débat est concentré sur les législatives. Et j'ai essayé d'écouter, de lire les journaux. Je ne vois pas vraiment de programme convaincant. Et pire encore, je ne vois pas un certain nombre de débats qui devaient avoir lieu à l'heure actuelle, puisque ça va, ce n'est pas simplement pour cette législature, mais pour la destinée de notre peuple. Je veux dire par là, nous avons été surpris d'entendre que, par exemple, on a voté en catimini, en urgence et à l'unanimité. Cela veut dire qu'on a voté à l'unanimité la loi sur les OGM, c'est-à-dire qu'on permet les OGM de venir au Sénégal, ce qui est extrêmement grave puisqu'il n'y a pas eu de débat. Et comme ça a été voté à l'unanimité, je me pose des questions sur la classe politique sénégalaise, puisque les conséquences pour les OGM, c'est terrible. Cela veut dire que nos populations vont devoir acheter des semences de ces organisations ou de ces compagnies qui développent les OGM. Et pire encore, c'est une sorte d'épistémicide, puisque ça concernera les générations futures. Dans 100 ans, les jeunes Sénégalais se diront que nos grands-pères n'avaient même pas de solution pour avoir des semences. Je trouve que c'est un débat qui aurait dû avoir lieu, notamment dans la campagne électorale. Et je suis étonné que même l'opposition, qui doit servir de veille, n'ait pas pris la parole. Alors je suis un peu, pour le dire familièrement, dégoûté par la classe politique sénégalaise. Justement, vous avez fait le tour du pays, vous avez rencontré énormément de gens, vous avez tâté le pouls du pays. Et cette question des OGM, c'est une question fondamentale et très grave. Extrêmement parce qu'il a été grave. voté à l'Assemblée nationale. Oui. Quelles sont les conséquences que ces OGM peuvent avoir sur l'agriculture sénégalaise et sur les paysans? Oui, je ne suis pas spécialiste de l'agriculture, mais je sais que les règles de prudence, comme l'a fait l'Europe, la France en particulier, c'est qu'on n'est pas sûr des conséquences qu'il pourrait avoir sur les OGM. Mais en plus de ça, ça va faire de telle sorte qu'on sera obligé d'acheter les semences de ces compagnies-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Cela veut dire qu'on va faire dépendre plus l'économie sénégalaise de l'extérieur. La souveraineté alimentaire qu'on recherche, ça sera impossible à avoir, puisque ce qui fait la souveraineté alimentaire, les semences, seront dépendantes de l'extérieur. Et donc, je pense que c'est extrêmement grave et que les populations sénégalaises méritent mieux. Et en même temps, je voudrais signaler quand même aux députés et à l'État du Sénégal, il ne faut pas qu'on renouvelle l'erreur qui a été faite avec, par exemple, les plans d'ajustement structurel. Lorsque la Banque mondiale et le FMI est venu vendre des idéaux qui ont détourné la trajectoire de mon pays, parce que c'est à partir de ce moment que notre pays subit ce qu'il subit aujourd'hui. Je pense qu'on était sur une belle trajectoire, qu'on soit d'accord ou non avec Senghor et Dia, ils avaient quand même fixé une belle trajectoire pour les pays et que ça a été cassé
par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et si on y prend garde, ça va se renouveler avec l'histoire des OGM là. Et donc je pense que la classe politique sénégalaise doit être plus avisée. Ce n'est pas parce qu'on est en crise du blé que toutes les entreprises, tous ces gens-là qui sont là, des prédateurs, sont là pour l'opportunité de dire voilà, si vous voulez résoudre votre problème de souveraineté alimentaire, prenez les OGM. Je crois que c'est faux. Et d'ailleurs, certains d'entre nous, nous sommes quelques intellectuels ici et de la diaspora qui pensons peut-être même que derrière tout ça, il y a des histoires de corruption. Et c'est à vous, les journalistes d'investigation, de voir qu'est-ce qui s'est passé derrière pour qu'on fasse passer une telle loi. Oui. Cette question vient à un moment où l'Europe elle-même cherche à se sortir de l'embargo contre la Russie. Une dépêche de l'AFP dit que la Commission européenne demande aux pays européens de lever le gel sur certaines banques russes pour permettre à l'Europe de s'approvisionner en blé, en alimenter en engrais. Et la question aujourd'hui, vous l'avez posée, de la production locale, que les Africains puissent produire, se nourrir eux-mêmes, est remise en cause par ces OGM. Absolument. Non seulement c'est remis en cause par les OGM, mais aussi par le fait même que ces prédateurs sont partout. Et je pense qu'il y a des domaines stratégiques sur lesquels il ne faut pas bouger. Je ne connais pas bien l'histoire des ICS, parce qu'il me semble que, d'après les échos que j'ai, c'est terrible. On l'a donné à des Indiens, alors que voilà quelque chose qui aurait pu nous aider, par exemple, aujourd'hui, pour le développement, la fabrication des engrais, etc. Et l'Europe, si elle fait ça, c'est qu'en réalité, c'est un jeu de dupes entre l'Europe et les États-Unis. Chacun défend son intérêt. Et l'intérêt stratégique du Sénégal, c'est de ne pas s'allier nécessairement à ce que ces soi-disant experts extérieurs définissent nos stratégies. La grande différence entre la génération de Senghor, Dial et Amadou Mahtambo, sur qui j'ai écrit ce livre, et tous ces gens-là, c'est que la stratégie a été pensée à partir du Sénégal. Au nom de quoi des organisations internationales fussent-elles puissent penser nos stratégies. D'ailleurs, y compris dans le Fonds monétaire international, Stiglitz, qui a eu le prix Nobel, a fait une autocritique grave, montrant comment le FMI avait tué le développement, le processus de développement d'un certain nombre de pays africains, notamment de l'Éthiopie. Alors, je veux dire qu'on arrête ça, qu'il n'y ait pas de complexe. Ces gens-là, nous les formons. Moi, j'en ai formé plein qui sont venus à Princeton lorsque j'y étais. Ils n'ont rien d'extraordinaire par rapport à nos experts qui sont là. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec le blé montre de fait l'importance d'avoir une stratégie propre à nous-mêmes et développer notre économie et aussi développer nos questions monétaires, les questions dont on pense que c'est du faux, ça n'a rien de... Oui, là, vous posez la question de la souveraineté sur tous les plans. La souveraineté monétaire, souveraineté alimentaire, souveraineté même de façon globale de nos pays. Est-ce qu'aujourd'hui, nos dirigeants ne sont pas un peu à déphasage avec cette nouvelle jeunesse qui est sur les réseaux sociaux, qui comprend ce qui se passe, même si elle exprime très mal, mais qui comprend aujourd'hui les enjeux du monde? Absolument. Je crois que ce que les politiques n'ont pas vraiment compris dans les réseaux sociaux, c'est que les prises de conscience se font plus rapidement, même si c'est éphémère, même si les jeunes ne sont pas complètement informés de ce qui se passe, mais en réalité, c'est des jeunes décomplexés, et ces jeunes-là, ils ont raison de poser le débat, puisque en réalité, lorsqu'ils vivent en Europe ou ils sont en Amérique, on leur montre que l'Afrique, vous n'avez rien produit, etc. Or, nous savons qu'il y a des possibilités et que nous avions bien pensé notre économie et nous avions mis en place des stratégies. Et cette jeunesse-là, donc, elle est consciente de ce qui se passe et la question de la souveraineté, elle est clé. Alors, lorsque les jeunes se font crier contre un certain nombre de chefs d'État, notamment Alassane Ouattara, par exemple, par rapport à la monnaie, l'écho, ils ont au fond raison. C'est-à-dire que des gens qui développent le complexe de dire, par exemple, Ouattara est un économiste, je veux bien savoir qu'est-ce qu'il a écrit comme article. Parce que nous, il ne suffit pas juste d'avoir un doctorat, il s'agit aussi de produire. Qu'est-ce que Ouattara aurait... J'aurais bien aimé savoir s'il a eu des productions intellectuelles. Mais en tout cas, sa position sur l'écho, par exemple, est d'une faiblesse intellectuelle extraordinaire. Et c'est dommage que des gens comme ça puissent inspirer un certain nombre d'Africains pour pouvoir penser leur économie. Et je pense que la question de la souveraineté alimentaire, elle est indissociable de la souveraineté monétaire et de la souveraineté politique, même si, par ailleurs, il y a une interdépendance entre les économies. Mais si on regarde bien la géopolitique internationale, ce qui se passe en Russie, ce qui s'est passé avec la Covid, a montré que la plupart des pays européens ont des économies pratiquement à terre. La terre aujourd'hui, les terres, entre guillemets, à conquérir, c'est encore l'Afrique, avec ses ressources. Est-ce qu'aujourd'hui les ressources africaines
pousse pas davantage à la convoitise Absolument. par rapport à ces pays Oui. qui font une sorte de recolonisation sans qui dit pas son nom. C'est vrai que la France affaiblie après la guerre de 1870 s'est tournée vers le colonialisme, ils se sont tous tournés vers l'Afrique. Aujourd'hui, l'Europe affaiblie, la même chose, c'est vis-à-vis de l'Afrique. Mais qui est dupe, nous, depuis 40 ans, nous savions que la France, l'économie française dépend de l'Afrique. C'est clair. Par exemple, lorsqu'on étudie la stratégie militaire de la France, l'énergie française, le nucléaire, tout est fondé sur l'uranium. Et cet uranium-là, ils le prennent d'où? Du Niger, qui est le plus pauvre du monde. Cela veut dire que les échanges-là, ce n'est pas normal, ce n'est pas soutenable. Et l'économie française dépend beaucoup de l'économie africaine. J'ai un ami économiste, Ndongo Sambasila, qui a fait des calculs extraordinaires en montrant comment, par exemple, les compagnies françaises ici, ce qu'ils ramènent en France constitue 30% du déficit de la balance de paiement de la France. Cela veut dire que si nous avions nos monnaies, si nous avions une bonne politique, la France aurait 30% de déficit en plus. Mais il se trouve qu'avec le franc CFA, c'est comme si c'est couvert, parce que ça fait partie, c'est comme si l'Afrique est une province de la France. Et il ne s'agit pas de casser les liens historiques entre la France et l'Afrique, puisque de toute façon nous avons des liens, et c'est très fort. Par contre, il suffit de trouver des moyens pour que ça soit un peu plus juste. Pour le dire autrement, par exemple, si je dois vendre mon livre à 1000 francs et que la France me propose 1 franc, les Chinois me proposent 80 francs, les Russes me proposent 70, je veux dire, ce qui est objectif, je ne vais pas le vendre à 1 franc. Par contre, si la France me dit, OK, les Chinois vous proposent 80 francs, mais moi je vous propose 60 francs, je peux peut-être négocier puisqu'on a des relations particulières. Et donc, je crois que l'opinion publique française est consciente de ça. En tout cas, tous mes amis français sont conscients de ça. Il ne s'agit pas de lutter contre la France, mais de lutter contre des voyous français. Et ils sont nombreux en Afrique, ces voyous-là, qui n'ont aucun respect des populations. Tout ce qui les intéresse, c'est de développer la corruption et s'associer aux plutocrates pour faire ce qu'ils ont à faire en Afrique. Pour avoir la guerre en Ukraine, aujourd'hui on a constaté, après la guerre, un balai des responsables français, responsables européens en Afrique. L'Allemagne, à 2 reprises, on a reçu la visite de son chancelier. Tout récemment au Niger, il y avait la visite du ministre de la Défense de la France, en réagissant pour Barkhane. Il y a aussi un voyage en Angola, des Italiens. On a l'impression que les Européens sont en train d'occuper l'Afrique et de venir proposer des contrats. Est-ce que justement cette offensive n'est pas due quelque part aux ressources qu'a l'Afrique, le gaz, le pétrole, alors que la Russie a fermé les vannes? Oui, c'est dû à ça. C'est-à-dire que de toute façon, l'Afrique constitue pour eux un moyen de pouvoir se redéployer leur économie, d'obtenir de la croissance, de soutenir leur train de vie. Et ça, nous le savions. Nous le savions depuis longtemps. Si on lit les archives des débats qu'il y avait ici dans les fin des années 70 entre le Cheikh Anta Diop, Senghor et tous ces gens-là, les Dia et tout le monde, on sait que la France ne peut pas s'en sortir sans l'Afrique. Il n'y a pas que la France, et les autres pays aussi. Alors aujourd'hui, l'Europe a un double défi, parce que la jeunesse africaine est consciente, d'une part, et d'autre part, il y a la Chine qui, en réalité, commence à se développer ici. Mais la Chine a une stratégie claire par rapport à l'Afrique. Et ça correspond au débat qu'il y a eu lieu dans le passé entre le courant de Deng Xiaoping et de Mao Tse-tung, et ce courant-là qui consistait à savoir comment faire pour que la Chine garde l'avant-garde pour le développement des pays du tiers-monde. Et je crois qu'on est en plein dedans, et ça fait partie de ce que la Chine a théorisé, notamment Mao Tse-tung, la théorie des 3 mondes, comment il était nécessaire pour lutter contre le premier monde, une partie du premier monde, la Russie à l'époque qui était son ennemi. Il fallait une alliance entre la Chine, le deuxième monde, c'est-à-dire les pays européens, et le tiers-monde, et renverser une partie du premier monde dans une première phase de la contradiction, et dans l'autre phase, et comment faire une alliance avec l'Europe et l'Afrique pour détrôner l'Amérique. Et je crois qu'on est dans cette phase-là, et pour qu'ensuite il y ait possibilité que le tiers-monde arrive au niveau en renversant donc toutes ces dialectiques-là, toutes ces contradictions. Donc voilà en gros ce qu'on pourrait dire sur le fait que l'enjeu réel pour l'Europe, c'est d'abord assurer son développement d'une part, et d'autre part contenir la Chine, et contenir donc tout ce qui leur sont défavorables, et la Russie aussi en particulier. Mais pourquoi ce débat-là n'est pas développé en interne en Afrique, par l'intelligence africaine? Ça a été.
Oui, ça a été, mais au moment où nous sommes aujourd'hui, on l'entend peu, il est peu audible. Ce débat-là dans les médias, en Afrique, pour qu'on puisse comprendre les enjeux, les véritables enjeux. On a l'impression que les intellectuels africains se sont un peu délaissés de la politique, en la laissant, entre guillemets, c'est pas méchant, au Mallorca. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous et c'est pour cela que je félicite votre émission parce qu'au moins moi, peut-être humblement, je suis un petit intellectuel, mais il y en a beaucoup que vous invitez qui sont très bien. J'ai vu, vous avez invité Aziz Fall la dernière fois qui a fait une intervention extraordinaire, vraiment instructive, que je conseille à beaucoup de vos lecteurs, de vos spectateurs d'aller regarder. Je pense que le débat les intellectuels africains effectivement se sont retirés de la scène publique simplement parce qu'il y a des pesanteurs aujourd'hui qui font qu'on n'aime pas trop aller dans de la controverse, on n'a pas le temps d'avoir des discussions en profondeur et aussi de plus en plus on est moins tolérant. Or, le débat, il faut accepter la critique. Et accepter la critique, c'est être tolérant aussi. Et donc, je pense que c'est ça notre problème majeur. Les intellectuels, ce n'est pas parce qu'ils ont peur, mais parce qu'ils pensent qu'ils n'ont rien à faire sur le champ politique où les gens, qu'il n'y a que des injures, où il n'y a que de la petite politique qui ne nous intéresse pas. Mais est-ce que ce n'est pas une grave erreur, cela? Peut-être. C'est de laisser aux autres d'occuper la place et de vous empêcher de venir. Parce que les partis politiques s'organisent pour que les intellectuels ne prennent pas la parole. C'est vrai. En développant des injures et de la calomnie, ils cherchent à vous faire peur, ils ont gagné en stratégie. C'est vrai qu'on nous a presque écartés. Quand je vois beaucoup de mes amis qui sont ici, avec qui, moi, jeune militant, on avait fait nos classes au RND à l'époque de Cheikh Anta Diop, certains qui étaient avec les Savanés ou la LDMPT de Bachili, beaucoup de mes copains qui ont de fortes analyses aujourd'hui se sont tous dégagés du terrain politique. C'est peut-être notre faute, mais aussi nous sommes obligés de marcher avec notre peuple, comme le dirait Mao Tse-tung. C'est comme ça, c'est-à-dire que si on sait que notre discours, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'écho, on reste dans nos universités, faire ce que nous devons faire. Mais je pense quand même qu'on essaie de faire le débat parce qu'on propose des livres. Par exemple, le livre que vous avez sur Amadou Maktambo. Il est raconté. Voilà. Et je pense que c'est clair, c'est des possibilités pour apporter le débat, pour qu'on puisse discuter. Mais au fond, vous avez raison, nous avons quitté le champ politique, peut-être pour des raisons d'invectives ou bien d'autres choses. Mais il y a beaucoup de pesanteurs aujourd'hui qui font que c'est très difficile. Et moi qui suis sociologue, je travaille beaucoup sur la violence symbolique. La violence symbolique, c'est-à-dire la violence qui agit sur les structures mentales. Et cette violence qui fait qu'on considère que quelque chose est normal ou bien on n'a pas à faire ça parce que c'est tout à fait normal. Et c'est cette violence symbolique-là qui s'est exercée sur nous, sans doute, qui fait qu'on a peur d'aller ou on ne veut pas aller sur le champ politique. Est-ce que justement, ce n'est pas un travail qu'il faut faire pour combattre cette violence symbolique qui a été imposée par des politiciens? Parce que quelque part aussi, vous l'avez dit tantôt au début de cette émission, les plans d'ajustement structurel ont tué l'éducation. Justement, on fait baisser le niveau d'éducation qui fait que les gens sont dans les invectives parce qu'ils sont plus éduqués, plus instruits. Absolument. Je pense que oui, c'est vrai que nous devons déconstruire. Et la déconstruction, elle a cet intérêt de pouvoir mettre à nu tout ce qui fait qu'on est dans une situation particulière. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, les intellectuels, nous devons le faire, mais la déconstruction, non seulement ça demande une autocritique, mais ça demande aussi beaucoup de courage. Parce que dans cette déconstruction, nous allons déconstruire aussi le pouvoir des religieux. Or, toucher aux religieux ici, c'est très difficile par rapport aux populations que tu aimes. Mais en réalité, quelqu'un comme moi, l'islam, je suis musulman, profondément musulman, mais ce qui m'intéresse dans l'islam, c'est la dimension prophétique de l'islam. Ce n'est pas les autres figures, d'autant plus que je fais partie d'une tradition musulmane qui, depuis des siècles, que beaucoup d'ailleurs, entre parenthèses, ne comprennent pas, parce que beaucoup pensent que l'islam c'est dans le nord ici, que c'est les grandes villes, mais en réalité... Au sud du pays, oui, bien sûr. Oui, non, mais en plus de ça, c'est que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que très souvent, la société Wolof a été islamisée simplement au 19e siècle. Et avant ça, il y avait donc chez les Harpoulars, les Mandins que nous sommes depuis des siècles et des siècles. Et dans cet islam-là que moi je connais, dans l'islam du Pakao là-bas, que je vois, sur lequel j'ai été imbibé,
il n'y a pas une hiérarchie verticale, tout est horizontal. C'est-à-dire que le marabout, il est au champ, il fait... Voilà, il n'y a pas... Et donc, cette dimension prophétique-là, on peut la retrouver aussi dans le Nord, et c'est ça qui m'intéresse, mais tout le reste ne m'intéresse pas. Et tout le reste fait qu'aujourd'hui, le débat est un peu biaisé, parce qu'on ne peut pas critiquer certains comportements de certains chefs religieux par rapport au déroulement de notre pays. Et la question de la vérité et de l'honnêteté, elle se pose vraiment au niveau non seulement de l'intelligentsia, mais de toute la classe politique. Et pourtant, il y a une jeunesse qui aspire à cet islam prophétique, qui comprend très bien ce qui se passe, qui comprend les enjeux, que certains marabouts dans ce pays-là ne sont pas dans cet islam-là, tel que défini par le prophète. Voilà. Mais c'est un islam qu'ils ont mis en place pour leurs propres intérêts. Absolument. La dimension prophétique de l'islam, elle est simple. C'est l'amour, la justice, la paix. C'est ce qu'on recherche et c'est ce qu'on la vérité, quelles que soient les situations. Et s'il y a des figures islamiques qui ne le font pas, c'est à nous de le déconstruire et de toute façon, elle va tomber d'elle-même à nu. Et ce qui est sûr, c'est pour cela aussi peut-être que la classe politique, pour ne pas choquer, la classe intellectuelle, pour ne pas choquer une partie de la population, refuse de s'insérer dans ce débat-là. Et il y a une complicité de la classe politique dans ça aussi. Absolument. La façon de faire, la façon d'approcher certains chefs religieux pour mieux les tenir. L'instrumentalisation de la classe politique. Aujourd'hui, moi j'ai vu au Sénégal où je suis une colère très profonde, y compris contre l'exécutif. Pourtant, ils sont très contents des fois quand je suis allé à Casamance, j'ai vu des réalisations. Ils sont très contents des réalisations. Mais la colère est profonde parce qu'ils n'ont pas le sentiment de justice. Et c'est vrai, il faut être colérique lorsqu'on voit que des députés, dit-on, qui ont fait de faux billets, continuent à circuler. De faux passeports continuent à circuler. Et lorsqu'on voit qu'un conseiller du président se permet de se faire voler presque 1 milliard, on voit des jeunes fonctionnaires de 40 ans, parce qu'ils sont des inspecteurs des impôts, avoir des villas de l'équivalent de 1 milliard 500 000 $. Quand je dis ça à mes amis en Amérique, on me dit c'est pas vrai, c'est pas possible. Parce que c'est pas possible. Et que rien ne se fait de côté, les autres souffrent. Et qu'est-ce qu'ils doivent penser de cette justice-là? Il faut qu'ils soient en colère. Et donc, j'encourage l'exécutif à faire l'autocritique. Donc la question de la justice, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Et je crois que la colère vient de là. Dans toutes les discussions, en tout cas, quand je systématise la synthèse que j'ai de tout ça... Ce sentiment d'injustice. C'est le sentiment d'injustice. Et ce sentiment d'injustice-là, il est bien argumenté par les populations. Des gens qui, en réalité, on les voit, qui deviennent d'un coup milliardaires. Qu'est-ce que cela veut dire ça? Et en plus... La différence, c'est que nous, quand nous grandissions, nous nous accompagnions avec des fils de ministres, on ne savait pas qui est fils de qui. On voit, et puis même comme s'ils avaient même la honte de montrer qu'ils étaient fils de ministres, même les ministres, leur comportement. Et on voit aujourd'hui des gens qui jouent avec l'argent, qui montrent aux autres que vous n'êtes rien, je prie votre argent, vous n'êtes pas content, c'est votre affaire. Et ça, c'est la colère profonde qui fait que ça peut être dangereux pour le jugement de l'histoire, comment l'histoire va juger la classe politique actuelle. Et je pense que lorsqu'on a la responsabilité d'un État qu'on veut servir ce pays, il faut penser plutôt à l'histoire. Qu'est-ce que je vais léguer à l'histoire, en réalité? Et ça, c'est la question fondamentale qu'il faut se poser et essayer de faire tout pour qu'il y ait Il y a donc une profonde introspection qu'il faut faire de la société, de la classe politique dans la façon de gérer le pays. Ah oui, je pense qu'il est nécessaire que nous retenions aux fondamentaux. Regardez la trajectoire du pays, ceux qui ont mis en place l'indépendance, comment ils se sont comportés, qu'est-ce qu'ils ont créé et l'amour surtout qu'ils ont pour ce peuple-là. J'ai discuté avec un de vos collègues, Pape Samba Khan, récemment. Je lui disais que je suis frappé par le fait que ce qui faisait la force du Sénégal, l'identité collective qui faisait la force du Sénégal, la nation, a été construite par Dia et Senghor, en passant par une commission qui a été dirigée par Karim Gaye, pour créer les 7 régions du Sénégal, parce qu'il fallait fonder la nation, puisqu'ils ont hérité d'un État, mais ils n'avaient pas une nation. La question qu'ils avaient, comment bâtir la nation sénégalaise. Ils ont réfléchi, entre autres, ils ont dit nous allons faire 7 régions au Sénégal, de telle sorte que nous allons éliminer les questions ethniques. Ce qui fait, par exemple, le Wolof de Ziguinchor, c'est pas plus casamancé que Wolof. D'ailleurs, moi, par exemple, en passant, très souvent, mes copains, quand je vais à Ziguinchor, mes copains Wolof, des Gaïs, des Sars, ils me disent « Ah, toi, tu es très Wolof ». Alors que, et c'est des Wolofs qui me disent ça. Ça veut dire qu'ils ont développé une identité régionale assez forte. Et le risque qu'on a pris, c'est de faire 14 régions, maintenant des régions Mandingue, Sédhiou, région Peul, Kolda, région Diola, Bignona, etc. Et je pense qu'il ne faut pas jouer avec la nation.
Je pense que si on ne fait pas attention, ça risque d'avoir de véritables problèmes. C'est comme par exemple la question du foncier qui va poser de véritables problèmes dans ce pays-là, c'est clair. Et la question communautariste, de plus en plus, on l'entend au Sénégal. C'est un débat qu'on n'entendait pas. Bien sûr. Ils sont dangereux pour l'équilibre de la nation. Bien sûr. Et je pense que dans 25 ans, ça va se faire. Moi, je me rappelle qu'en 2000, je disais beaucoup la façon dont Abdoulaye Wade est en train de mettre l'économique sur tout. À peu près dans 25 ans, ça risque d'avoir des conséquences terribles. On y est déjà. Parce que l'économie, par définition, elle est violente, puisque c'est un processus d'accumulation. Et donc, on commence à voir la violence de l'économie dans ce pays-là. Et si on ne fait pas attention, il y aura une violence ethnique qui risque de se développer dans ce pays-là, précisément parce qu'on n'aurait pas respecté ce que nos pères fondateurs ont fait, c'est-à-dire la nation sénégalaise avant tout. Et c'est ça qui faisait la force du Sénégal. Vous avez rappelé, quand j'étais au Nigeria, j'ai vu la différence, les Nigérians qui se définissent d'abord Ibo, Yoruba, etc., avant de se définir Nigériens. Or, le Sénégalais, toujours, il se définit d'abord Sénégalais, puis il va dire je suis de Casamance, je suis Mandingue, etc. Et c'est ça. Si nous sommes dans le contexte aujourd'hui de ressources naturelles, gaz et pétrole, Absolument. où des forces occultes peuvent jouer sur ces leviers. Absolument. Les prédateurs sont là, tous les moyens sont bons pour accumuler. Et donc, la question de la nation, il ne faut pas s'amuser avec ça. Et la question de l'éthique, de la justice sociale, c'est extrêmement important pour le développement de ce pays et pour l'harmonie sociale. Mohamed Lamine Sagna, c'est un plaisir de t'avoir accueilli sur ce plateau de ITV à Question Directe. Je rappelle que vous êtes docteur en sociologie, diplômé d'école de commerce et d'ethnopsychiatrie. Vous êtes enseignant-chercheur à WPI, Worcester Polytechnic Institute aux États-Unis et chercheur associé au LCSP, Laboratoire du changement social politique, Paris 7. Vous avez enseigné entre autres à Princeton University aux États-Unis, puis à AUN, American University of Nigeria. Vous avez effectué des recherches sur les liens financiers dans l'environnement global. Vous avez publié Monnaie et Société à l'Harmattan en 2001 et Cornel West, Une pensée rebelle, édition 40, 2016. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à Lamine Sagna d'avoir partagé avec nous votre expertise et votre connaissance. Merci à vous tous. Au revoir.